Salut les livres-vores. Comme promis, vu que pendant longtemps j'ai pas fait de podcast, j'en enchaîne plusieurs à la suite, histoire de combler le vide. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de James Ellroy, comme il vient de sortir un bouquin, là, Les Enchanteurs sur Marilyn et compagnie. Mais je vais pas vous parler de celui-là. Je l'ai pas encore acheté, et je suis pas non plus un aficionado de James Ellroy. Je vais vous lire, lapsus révélateur. Je vais vous parler d'un de ses précédents livres, un gros pavé, un livre moi qui m'a un peu retourné, je vous avoue. Parce qu'en fait c'était le premier que j'ai lu d'Elroy. Alors je sais, hein, les gens vont se dire oh là là, un mec qui a un podcast sur les livres et tout et qui lit seulement un Elroy il y a très peu de temps. Parce qu'en fait moi mon rapport avec le polar il est un peu bizarre quoi. En même temps je sais qu'il y en a des très bons et j'en ai lu des très bons. Et en même temps, vu que le genre policier en général, c'est le genre qui se vend le plus, et qu'il y a des tas d'auteurs de romans policiers, ou polars, ou thrillers, ou romans noirs, enfin tout ce qu'on veut, je vous avoue que comme je suis toujours un peu snob, dès qu'il y a des trucs qui marchent trop, dès que ce soit un auteur, un livre, un genre, j'ai toujours un rapport un peu distant avec ça. Donc après, c'est vraiment au coup par coup, et je me fais mon espèce de panthéon personnel tout seul, comme je suppose la plupart d'entre vous. Et en fait, James Ellroy, donc bien sûr, hein, j'en entends parler depuis des années. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était surfait. C'était une erreur. Je m'y accule pas, je m'en rends compte. En tout cas, un jour, à travers mes pérégrinations littéraires, je suis tombé sur un bouquin de lui qui s'appelle Perfidia. Et je sais pas pourquoi celui-là, en particulier, je me suis dit, allez, finalement, je vais le lire. Pendant longtemps, j'avais tourné autour de euh, l'enquête qu'il avait menée sur sa mère, sur l'assassinat de sa mère, qui s'appelle Ma part d'ombre. Comme vous le savez, bon, il a une vie un peu étrange, hein, Elroy, hein. Il est né en 48, il a été un petit peu un marginal pendant des années, il est tombé dans la drogue. Bon, il a toujours vécu à Los Angeles, là, c'est pour ça que son œuvre, elle traite que de cette partie-là du monde et que, en fait, c'est l'histoire secrète de Los Angeles depuis les années 30, en gros. Et là, je sais pas, son dernier, c'est à la mort de Marilyn, quoi, dans les années 60. 62, je crois, Marilyn. Enfin bref, et à une époque où je tournais un peu autour de lui, je m'étais rendu compte que il avait travaillé sur... En tout cas, sa mère avait été assassinée, et il avait essayé de mener l'enquête pour avoir le fin mot de l'histoire, et apparemment il l'a jamais eu. Et donc, comme je vous disais, pendant un temps, donc, il a vécu un peu dans les marges de LA, dans la drogue, dans la misère un peu, puis finalement il s'est mis à écrire, ça a marché, puis maintenant c'est l'icône qu'on connaît, quoi. Et donc, comme vous le savez, ça a été adapté au cinéma. Il y a eu le fameux Dahlia Noir ou LA Confidential, par exemple. Et donc, moi, j'ai vu ces films. Euh, c'est des bons films, mais ça m'a pas non plus transporté. Parce que je vous avoue, hein, encore une fois, moi, je suis pas forcément un grand fan du polar. Après, il y en a des très bons, encore une fois, dans plein de podcasts, j'en ai parlé de plein. Et bien sûr, il y a les très grands, il y a Chandler, il y a Dashiell Hammett, il y a tous nos amis du Hardboil et compagnie. Enfin bref. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'une fois je l'ai déjà dit, mais parce qu'encore il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un podcast où même des libraires n'étaient pas capables de faire la différence entre les différents genres du, du- du roman policier. Parce que tout le monde parle de polar ou de roman noir ou de thriller. Quelle est la différence entre un roman policier, un thriller, un polar, et puis le roman noir ou le hardboil? Eh ben, c'est une question de point de vue. Le roman policier, comme son nom l'indique, c'est un récit qui traite de l'intrigue du point de vue du policier. Un polar, c'est du point de vue du voyou ou du criminel. Un thriller, c'est du point de vue de la victime. Un sous-genre du polar, c'est le roman noir, parce qu'en plus du criminel, il y a souvent l'agent secret, pas l'agent secret, le détective privé, comme Philippe Marlowe par exemple, ou Sam Spade. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on appelle le hard-boiled, quoi, justement, le roman noir un peu choc, là, justement, des années 30, 40. Donc voilà, c'est ça la différence entre ces différentes dénominations. Comme ça, au moins, vous le saurez. Et
pourrait toujours briller dans les dîners en ville. Et donc pour en revenir à ce petit bouquin, ce petit, façon de parler, Perfidia. Donc moi en fait, je sais pas pourquoi celui-là finalement j'ai décidé de le lire parce que il faut pas mourir idiot et il faut quand même lire du James Ellroy. Et ben je vous avoue que je suis très content de l'avoir lu et c'est un livre de fou. Si tous les autres livres de d'Ellroy, bon alors celui-là c'est un vrai pavé, hein, mais j'aime bien moi les pavés. Ça m'a jamais dérangé d'avoir un livre qui atteint les 1000 pages ou plus. Celui-là c'est 912 pages, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, si dans tous ces bouquins il y a autant de documentation, il y a autant de recherches, il y a autant de talent aussi, hein, d'intrigues, de destin qui s'entremêlent, de cynisme, enfin, c'est extraordinaire. Alors, comme je vous l'ai dit, Elroy, il creuse un sillon depuis le début, c'est l'histoire noire et secrète de Los Angeles depuis les années 30, on va dire, pour l'instant en tout cas jusqu'aux années 60 à peu près. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le Quatuor de Los Angeles, la trilogie Underworld USA, la trilogie Lloyd Hopkins. Par exemple, le Quatuor de Los Angeles, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dedans, il y a pardon, le Dahlia Noir, LA Confidential, Underworld USA. Et d'ailleurs, un des personnages du Quatuor, là, Dudley. C'est quoi son nom de famille? J'ai oublié, pourtant je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Bah, Dudley en tout cas. Comme d'habitude dans mes podcasts, j'ai un trou. On va y arriver, hein. On va revenir au nom de notre fameux Dudley. Bah, c'est Dudley Smith, fallait vraiment le faire pour oublier un nom aussi commun, ou peut-être c'est pour ça. Enfin bref, rentrons dans Perfidia. Perfidia, c'est en fait ça commence à Los Angeles la veille de Pearl Harbor. Donc comme vous savez, Pearl Harbor c'est en décembre 41 et c'est l'attaque surprise des Japonais sur le port d'Harbor, donc à Hawaï, et c'est ce qui va entraîner l'entrée en guerre des États-Unis contre les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'action commence à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé fort, alors sûrement les fans d'Elroy me diront bah oui c'est toujours comme ça, nanana. Et ce que j'ai trouvé fort en fait dans ce livre, c'est que c'est vraiment une photographie de la société californienne au sens large et plutôt de Los Angeles en particulier, à un instant T, c'est-à-dire on va dire décembre 41. Et comme souvent dans ces bouquins, il entremêle plein de destins. Donc ça commence avec notre Dudley Smith, qui est un flic corrompu jusqu'à l'os de Los Angeles. Et d'ailleurs, il faut savoir d'un point de vue historique que c'est vrai, dans les années 30-40, la police de Los Angeles était tellement corrompue que c'était devenu de notoriété publique, quoi, que elle travaillait avec les criminels, avec les gangs. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Gangster Squad et qui montrait en fait la tentative à l'époque de créer une unité spéciale vraiment anticorruption et d'essayer de contrebalancer la gangrène de la corruption dans la police de LA. En tout cas, apparemment, c'est vraiment la guerre qui va changer ça au fur et à mesure, et dans l'après-guerre, il y aura un peu de nettoyage. Mais en tout cas, quand l'histoire commence, il y a ce flic de Dudley Smith qui est un des pontes, pas un ponte, c'est un inspecteur, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il est là et il a un certain pouvoir dans la police de Los Angeles. Et en même temps, on voit bien que il y a des clans dans la police. Il y a aussi le chef de la police qui est le maire de Los Angeles, c'est pas comme en France, c'est le maire aux États-Unis qui contrôle la police, c'est la police métropolitaine. Et chacun a ses propres alliés dans la pègre, chacun a ses propres appuis politiques, et chacun essaye de faire des coups aux autres et essaye de tirer son épingle du jeu, à tel point par exemple que et l'hôtel de ville et les commissariats de police sont blindés de micros et tout le monde écoute tout le monde. Et déjà ça, au début, c'est extraordinaire parce qu'ils essayent tous d'écouter les autres et de faire en sorte de ne pas se faire écouter, parce qu'il y a quand même des enquêtes qui commencent à se profiler, il y a le FBI qui essaye de mettre un peu
son nez dans l'affaire. Et ils sont tous en fait sur le qui-vive parce que bien qu'ils palpent de l'argent de tous les côtés, ils savent que le couperet peut tomber. Et en plus, apparemment, c'est aussi une période élective. Je sais plus si c'est l'élection du maire ou du chef de la police ou du procureur, en tout cas parce que tout le monde est élu dans le système américain. En tout cas, on commence avec Dudley Smith. Et sur ça se greffe aussi un peu d'histoire d'Hollywood parce que c'est un fan de Bette Davis. Et apparemment, elle va venir, Bette Davis, à Hollywood, parce que même s'il y a la guerre, la vie continue, hein. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, comme vous le savez, euh, donc au moment de Pearl Harbor, euh, c'est une attaque des Japonais. Et aux États-Unis, il y avait une population d'origine japonaise, des immigrés japonais, ou même des Japonais de première ou deuxième génération qui vivaient, qui étaient intégrés. Et malheureusement, quand il y a eu cette attaque, bah, les Américains, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont pris tous les ressortissants, enfin pas les ressortissants, tous les Américains, soit citoyens américains mais d'origine nippone, soit euh, immigrés nippons de la première génération, ils les ont mis dans des camps en fait, pendant toute la durée de la guerre. Et, ils n'ont pas fait ça pour les Italiens et pour les Allemands. Je sais qu'apparemment il y a eu une tentative de faire ça pour les Italiens, parce que pour eux les Italiens c'était pas des wasps, c'était pas des protestants, c'était des cathos, c'était comme les Irlandais, il y a peut-être moyen de les mettre dans des camps, mais ça n'a pas marché. Parce que malgré tout, entre guillemets, c'était des blancs et on pouvait pas aller aussi loin dans leur manière raciste de penser, quoi. Et en tout cas, le problème se pose pour tous les Américains d'origine japonaise. Et dans Perfidia, il y a un nouveau personnage qui travaille pour la police, qui est dans la police scientifique et qui est d'origine japonaise. Euh, Lui, il est né aux États-Unis, mais ses parents ont migré. Et donc lui, il sent bien que lui et sa famille risquent de mal finir. Et déjà, il fait tout pour euh, être le mieux noté possible, d'avoir le plus d'alliés possible dans la police, partout, avant que ça arrive Pearl Harbor. Et puis quand ça arrive, il fait tout pour faire en sorte que lui et sa famille ne finissent pas dans les camps. Et ça nous amène à un autre pan de l'histoire américaine qui est totalement méconnu. Je crois que j'en ai parlé une fois peut-être dans les conseils estivaux. En fait, pendant près d'un siècle, il y a eu une loi aux États-Unis qui s'appelait le Chinese Travel Act, si je me souviens bien, et qui empêchait, en fait, ils ont dit Chinese, mais apparemment c'était pour tous les Asiatiques, qui empêchait les ressortissants de pays asiatiques d'entrer aux États-Unis, mais le plus hallucinant, qui empêchait surtout les Chinois au début et ensuite les Asiatiques qui étaient déjà présents aux États-Unis de sortir du pays. Et pourquoi ils avaient voté cette loi? C'est, vous savez, en 1854, quand il y a eu la ruée vers l'or, pas loin de San Francisco, là, en Californie. Donc les gens au début sont venus de tous les États-Unis, de toute l'Amérique du Nord ensuite, et ensuite du monde entier. Il y avait même des Français qui sont venus, il y en a qui passaient le Cap Horn, il y en a qui traversaient seulement l'Atlantique et ensuite tous les États-Unis. En fait, ils sont venus de partout. Et ce qu'on sait moins, c'est que parmi tous ces, ces- ces postulants à la fortune, il y a eu aussi des Chinois. D'ailleurs, si vous voyez certains films des années justement, je sais pas, 50, 60, on voit parfois des Chinois en Chine, et il y a des rabatteurs qui disent achetez un billet pour la montagne d'or, ils appelaient les États-Unis la montagne d'or. Ce qui voulait dire qu'on pouvait faire fortune aux États-Unis. Et apparemment, ça vient du fait qu'il y avait eu cette ruée vers l'or. Donc, à un moment donné, quand les Chinois arrivent, aux alentours de San Francisco, là, pour prospecter eux aussi, en fait, ils travaillent bien, les Chinois. Ils s'organisent, ils sont plusieurs, et ils sont efficaces, et finalement, ils commencent à récupérer pas mal d'or. Et bien sûr, nos amis les blanco-racistes, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, c'est pas normal, des Niakouis qui viennent et qui leur volent leur or, hein. Donc ils se plaignent. Ils se plaignent pas des autres immigrants d'origine européenne, hein. Ils se plaignent pas des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Français, hein. Mais de voir des Chinois récupérer de l'or, ça leur plaît pas. Et donc ils se plaignent au début aux autorités, on va dire, de San Francisco. Et puis finalement, de fil en aiguille, déjà ils obtiennent le fait que les Chinois n'aient plus le droit de prospecter de l'or. Et à un moment donné, il y a même une loi qui est votée donc au Congrès américain, le Chinese Travel Act, qui empêche donc les Chinois et en plus les Asiatiques donc d'entrer aux États-Unis, en tout cas de manière légale.
et de ressortir, surtout ceux par exemple qui étaient venus juste pour ça, et avec cette loi qui avait peut-être l'idée de repartir chez eux, ben, ils peuvent pas repartir. Et c'est pour ça que par exemple la première Chinatown aux États-Unis, bah, elle a été fondée à San Francisco, parce que c'était juste à côté. Et qu'après par exemple à New York et dans les grandes villes il y a eu des Chinatown, parce qu'en fait ils ont été bloqués les Chinois. Et en plus, ils venaient pas juste d'arriver. Si vous avez des souvenirs de Lucky Luke ou de certains westerns, on voit bien aussi que le chemin de fer américain bah, a été construit en grande partie par des émigrés chinois. Et donc en fait, ceux qui étaient arrivés déjà avant et ceux qui sont venus avec la ruée vers l'or, ils se sont retrouvés coincés et donc ils ont été obligés. Et en plus, pareil, hein, dans la loi, ils n'avaient pas le droit de faire les mêmes boulots que les blancs. Enfin, toute la ségrégation américaine habituelle, quoi. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, dans Perfidia, là, on se rend compte que peu avant Pearl Harbor déjà, justement, il y a les Chinatown de San Francisco, de LA. C'est des villes quasiment fermées, en fait les blancs ils y vont pas. Et par exemple Dudley là, il a des accointances avec le crime organisé chinois. Il va souvent dans une espèce de restaurant qui sert de devanture au caïd chinois local, il fume de l'opium, il prend sa dîme. Mais en réalité, pour la plupart des WASP là, américains, des Chinois, des Japonais, des Coréens, que sais-je encore, c'est la même chose. Ils font pas la différence. Et le problème du flic japonais, là, parce que justement, en plus, là, le livre commence sur le meurtre d'une famille japonaise, les Watanabe. Et donc, justement, déjà, ça crée plein de problèmes. Et quand l'officier japonais arrive, bah, comme d'habitude, il est en proie à la persécution un peu de ses collègues, parce que en plus, les victimes sont des Japonais qui avaient un commerce apparemment, et bon, ça plaît pas à tout le monde. Et le problème, c'est que quand Pearl Harbor a lieu, ce qui est hallucinant, c'est que en réalité, tous les Asiatiques commencent à prendre peur. Parce qu'ils savent bien que les Blancs, en général, quand il faut taper dedans, ils font pas attention, quoi. Donc déjà, les Japonais ont peur, mais les Chinois, même s'ils ont des accords et que ça fait des décennies qu'ils arrivent à traiter plus ou moins en sous-main avec les autorités locales et même fédérales, une espèce de tranquillité, ils savent que ça risque de tout bouleverser. Et donc on assiste à des scènes de fou, puisque justement ils misent sur le fait que les Américains ne reconnaissent pas, n'arrivent pas à faire la différence entre un Japonais et un Chinois par exemple. Donc il y a plein de Japonais qui essayent de se faire passer pour des Chinois. Et ou encore il y a plein de Japonais qui crament la frontière mexicaine et qui vont vivre au Mexique et qui essayent de se faire passer pour des Chinois au Mexique pour revenir aux États-Unis. En tout cas, ça donne. Et en même temps, donc, ils tombent dans les pattes de criminels et mexicains et américains. Il y en a plein qui meurent, il y en a plein qui deviennent des criminels endurcis alors qu'à la base ils ne l'étaient pas. En fait, c'est de la survie, quoi. Et donc, tout ce pan là, déjà dans Perfidia de l'histoire sino-américaine et même nippo-américaine, en fait, elle est super intéressante parce qu'elle est très rarement euh, documentée. Par exemple, ce truc du Chinese Act, là, je l'ai appris il y a très peu de temps. À côté de ça, bien sûr, il y a toutes les magouilles habituelles qu'il y a dans les livres d'Elroy, c'est-à-dire donc déjà toutes les malversations possibles et imaginables euh, de la LAPD, les magouilles politiques, je vous le disais, entre le procureur, le maire, le chef de la police, le gouverneur, le fait que dès que Pearl Harbor a lieu, il y a un couvre-feu, euh, l'armée américaine est en alerte, les côtes au large de la Californie, elles sont saturées de bateaux américains, de sous-marins, parce qu'il y avait une psychose, en fait, ils pensaient tous qu'après Pearl Harbor, ce serait la Californie qui serait attaquée. Et d'ailleurs, on se demande si les Japonais, ils n'ont pas loupé quelque chose à ce niveau-là, parce qu'apparemment, ils ont eu une fenêtre d'opportunité où ils auraient peut-être pu taper la Californie. Enfin, bon, ça c'est de l'Uchronie. Et à côté de ça, encore une fois, il y a aussi le côté paillette, parce que justement, il y a Bette Davis qui arrive, et c'est une star à l'époque, il y a le côté hollywoodien pur jus, les policiers, là, ils essayent de mettre leur tête à l'intérieur des studios aussi, ils essayent même de se faire les actrices, et donc ça fait une espèce de toile d'araignée incroyable, où bien sûr tous les destins vont s'entrecroiser, et en fait, à un moment donné même, on sait même plus où il veut aller, parce que c'est monstrueux. Ça m'étonne pas qu'il y ait presque 1000 pages. C'est monstrueux ce qu'il arrive à développer comme intrigue, sous-intrigue, et chacun avec
son point de vue, ses origines, l'endroit où il veut arriver. Bien sûr, tout se recoupe. Il y a l'histoire de base du meurtre qu'il faut résoudre, mais en même temps, sur ce meurtre qu'il faut résoudre, et il y a plein de choses qui s'accrètent, comme justement le fait qu'apparemment, s'ils sont morts, c'est qu'aussi il y avait un problème de corruption immobilière, que le fait qu'il va y avoir des élections et que la corruption de la police de Los Angeles commence à être trop visible, donc ça attire l'attention des autorités fédérales. Le fait, par exemple, que Dudley, là, même s'il arrive à gérer 1000 magouilles en même temps, il commence à perdre un peu pied, il commence à être accro à l'opium, même les deals en fait, et bien sûr, le truc de fou. euh, Pareil, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 30 et 40, le parti nazi euh, allemand là avait une succursale aux États-Unis. Il y avait le parti nazi américain, il y avait même ce qu'on appelait le Bind, c'est-à-dire l'espèce d'alliance entre les deux. Et pareil, il nous décortique le fonctionnement justement des membres du parti nazi américain et comment en fait c'était toléré et que la plupart, même des flics par moment, ils, ils ont même l'impression qu'il va y avoir des actes de terrorisme d'extrême droite, en gros, enfin, de fachos là. Et en fait, ça les dérange pas trop, pas tant que ça. On se rend compte aussi qu'il y a même des flics, peut-être qui étaient soit dedans, soit qui gravitaient autour, soit qui leur donnaient des informations. Il a vraiment fallu justement que l'Amérique entre en guerre pour que on commence à leur dire, en gros, arrêtez vos bêtises, maintenant on peut plus vous couvrir. Mais une grosse partie euh, de la mentalité, en tout cas de l'opinion publique américaine de base, n'était pas si éloignée de l'opinion allemande en réalité. En tout cas en ce qui concerne les vrais WASP. Là, les vrais... Alors après il y a des degrés, hein, parce que les WASP c'est aussi une espèce d'aristocratie. Hein. Là, on peut parler aussi des rednecks du sud là, qui ont toujours été des FAF, parce que le Ku Klux Klan ça vient de là aussi. Mais en tout cas, pareil, on voit bien toutes ces accointances et par ricochet en réalité tous les liens qu'il y avait entre et la criminalité et les partis fachos et les espions nazis ou japonais et les flics corrompus et ceux qui voulaient juste s'en sortir et parfois le cinéma aussi parce que à cette époque-là à Hollywood il y avait de parfaits faf. Euh, et il n'y a pas eu une chasse aux sorcières aussi forte qu'il y a eu ensuite par exemple avec le macartisme pour les communistes. Donc en fait, voilà, moi ce qui m'a plu dans celui-là, c'est peut-être pour ça que celui-là m'a plu et que peut-être d'autres me plairont moins, c'est parce que c'est vraiment une photo, un Polaroid, un instantané de décembre 1941 à Los Angeles, à la veille et juste au lendemain de Pearl Harbor, avec tous ces destins entrecroisés et la plume d'Elroy. Ce qu'il faut dire quand même que je savais pas si c'était un styliste ou pas, et c'est un styliste. Je l'ai vu là il y a une semaine, je crois, dans la grande librairie. Justement, il avait été interviewé pour son dernier là. Et bien sûr, c'est un Américain, donc c'est un showman, il fait un peu le show et tout, mais il y a des moments où il parlait vraiment de sa tambouille d'écrivain, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un qui écrit, qui écrit, qui écrit. Enfin, vous savez, en France, on a parfois l'impression que c'est pas vraiment les auteurs américains qui écrivent parce que ils ont une production énorme. Mais en fait, c'est parce qu'en France, comme pour le cinéma, on a une vision d'auteur, entre guillemets, d'écrivain mobile, qui est dans les alphes de la création et qui met 10 ans à écrire un livre. Alors que pour la plupart des auteurs américains, en fait, c'est juste un taf. C'est des ouvriers du livre. Je me rappelle de Stephen King qui disait, il y a pas longtemps, il y a eu une émission où il y avait Stephen King et George Martin dans une émission. Et Martin, le bluffeur, là, qui n'arrive pas à finir un volume là depuis 30 piges. Il disait qu'il était bloqué dans un nœud de scénario. Enfin, et en fait, Stephen King, avec un sourire en coin, il lui dit bah non, moi en fait, chaque matin à 8 heures, je me mets devant ma machine à écrire et j'écris 10 000 mots. Alors ça peut être de la merde, ça peut être nul, ça peut être bien, ça peut être moyen, mais en tout cas, à la fin de la matinée ou au début d'après-midi, j'ai mes 10 000 mots et c'est comme ça que j'avance. C'est pour ça que j'écris plein de livres. Tu vois. Et en fait, la plupart des auteurs américains travaillent comme ça. Elroy disait la même chose. Il se lève le matin tôt et il écrit chaque jour. Après, bien sûr, il remet son ouvrage sur le métier 1000 fois. Et une fois, j'ai fait un podcast sur Louis L'Amour, là, un auteur populaire américain, et il expliquait que pareil, il réécrivait un nombre incalculable de fois sa trame pour réussir à avoir
quelque chose de correct, enfin plus que correct, quoi, arriver à l'effet escompté. Mais c'était pas genre à la française où on écrit de temps en temps dans un café, et on réfléchit. Non, c'est des ouvriers. Ce sont des ouvriers de l'écriture. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont une production plus importante que, en tout cas, les Européens, on va dire, pour pas parler juste des Français. Et ça se sent, ça aussi. C'est des gens, et en plus, c'est des gens qui se documentent à chaque fois qu'ils abordent un thème particulier ou une époque particulière. C'est un monceau de documents. Là, on voit bien qu'Elroy, il doit être imbattable sur la ville de Los Angeles des années 40 et de toutes les affaires criminelles et du fonctionnement de la mairie et du palais de justice. Il doit être imbattable là-dessus, c'est sûr et certain. Je me rappelle d'avoir écouté une fois une émission, il y avait un meilleur qui a écrit un fils, le fils, pardon. Ça c'est un livre exceptionnel. Il faudra que je fasse un podcast là-dessus sur la guerre, ce qu'ils appellent la guerre des coyotes, la guerre contre les Mexicains, et la prise du Texas, etc. et les Comanches. C'est un livre de fou. Et ben, il disait qu'il avait lu 350 livres pour écrire le sien, pour se documenter. 350 livres pour écrire un livre. Alors je sais bien qu'il y a des auteurs français qui s'y mettent à ça. Une fois je parlais de Granger, qui était un ancien grand reporter, et ça se voit que lui aussi c'est quelqu'un qui a besoin de documentation. Mais c'est pas trop une école française. Enfin bref, c'est pas pour dire que c'est mieux. C'est juste pour dire qu'en réalité, c'est pour ça que la production anglo-saxonne est si massive, en tout cas américaine. Ils se considèrent pas comme entre guillemets des auteurs, quoi. C'est du travail. Et pourquoi je vous disais ça? Je me suis un peu perdu. En tout cas, je dis ça parce que ouais, c'est un livre de près de 1000 pages et bien sûr, il y a des descriptions, il y a du world building, ou non, plutôt du character design pour chaque personnage. Mais il a vraiment réussi à décrire un moment. Et par exemple, moi, même si j'ai lu plein de bouquins sur l'histoire des États-Unis, sur même l'histoire contemporaine, cette période-là du début de la guerre en Amérique, en fait, en France, on la connaît pas bien. Et surtout en plus du côté côte ouest comme ça, là on a souvent, on dit oui il y a eu Pearl Harbor et puis ça a entraîné l'entrée en guerre, puis après on voit surtout du côté de la côte est comment il y a eu des camps de l'armée qui ont recruté, par esprit patriotique il y a beaucoup d'Américains qui sont engagés, ensuite après ils ont été en Angleterre et puis il y a eu le débarquement, mais on voit moins le côté côte ouest et puis après ce qui a donné la guerre du Pacifique. Et surtout on voit moins le côté social de justement cette période juste au début de la guerre et ce qui se passait en fait sur la côte ouest. Et c'est vrai que c'est un autre monde, hein, ce monde californien. C'est pas du tout New York par exemple, où on sait très bien qu'il n'y a pas une Amérique, comme on veut nous le faire croire souvent, il y en a mille. Et on le voit bien en ce moment par exemple avec les élections. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'avais jamais fait de podcast sur Elroy, j'avais jamais lu de bouquin d'Elroy. Alors pour un mangeur de livres, c'est la honte, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai rattrapé ce manque. J'ai lu Perfidia et je pense que je vais en lire pas mal d'autres de lui, si c'est du même tonneau, en tout cas si ça a la même verve et le même style. Il y a un côté irrévérencieux aussi chez lui qui est... Alors parfois on peut trouver que c'est de la provoque quand on le voit en interview, mais ça se traduit pas par de la provoque dans le livre. Dans le livre ça fait vraiment le mec sérieux qui a travaillé quoi. Après il y a un angle, hein, mais... Et puis pareil, pour son caractère design là, il n'y a aucun personnage qui sert à rien. Parce qu'il y a les personnages principaux, il y a le second couteau, et le troisième couteau, il y a même des 10 000 couteaux. Il y a un moment donné, comme je vous dis, quand il y a la filière mexicaine là, avec les Japonais qui essayent de se tirer, et puis ça crée des espèces de bandes de criminels à cheval sur des deux côtés de la frontière, c'est des personnages qu'on ne revoit pas après. Mais le moment où il parle de ça, c'est fantastique. C'est une espèce de narcos, mais sino-nippon, mexicano-américain, qui dure 5 minutes, mais qui est extraordinaire. Et en plus, c'est tellement cinématographique sa manière d'écrire. On voit aussi que c'est un enfant de la Californie, c'est un enfant de l'âge du cinéma aussi. Tu vois. C'est pour ça qu'il a été adapté tellement de fois. En tout cas, c'est une bonne surprise pour moi. Et comme je le dis souvent, c'est pas bien d'être snob dans la littérature parce que parfois on passe à côté de très bons auteurs pendant des années. Encore une fois, c'était le cas avec notre ami James Ellroy. Mais à culpa. J'espère que je vous ai intéressé, que ça vous a plu. En ce moment, j'ai remarqué que les podcasts durent à peu près une demi-heure. C'est vrai qu'au début, je m'étais plutôt fixé autour d'une heure de podcast. Mais après, parfois, il faut gratter un peu plus, quoi. Il faut un peu plus de travail ou parler d'une œuvre plus que d'un livre, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que ce soit plus long ou plus court.
Je vous remercie de m'avoir écouté et encore une fois, je vous le demande, faites connaître le podcast si ça vous a plu. Abonnez-vous. J'ai besoin d'abonnés pour que le podcast commence à émerger un peu. Mettez des étoiles, mettez des likes, mettez des pouces, faites sonner la cloche. Faites-moi plaisir, les livres au vent. À bientôt.